Sungwoo en avait franchement ras-le-bol. Il fulminait intérieurement, criant presque contre ce système qui semblait se foutre de lui, répétant que tous ses équipements, toutes ses reliques, lui revenaient de droit. Après tout, c'était l'héritage direct du dévoreur du monde. Et si personne ne les réclamait, ces trésors allaient simplement pourrir ici, perdus à jamais dans cet endroit oublié. C'est alors qu'une notification est apparue, comme pour répondre à sa colère. Le message était clair, si le propriétaire originel est absent trop longtemps, un déverrouillage forcé devient nécessaire. Deux options s'offraient à lui. La première, utiliser une sorte de clé maîtresse, liée à l'identité du défunt. La seconde, bien plus obscure, portait un nom sinistre, l'épreuve du pilleur de tombes. Un essai unique, disponible seulement une fois toutes les 24 heures. Sungwoo n'avait pas le choix. La première option lui était inaccessible, il fallait tenter la seconde. Aussitôt sa décision prise, la salle entière s'est illuminée d'un éclat presque aveuglant. Une silhouette massive est alors apparue, le gardien de la forge, connu sous le nom de Goldguard. Sungwoo n'a pu s'empêcher de penser qu'il ressemblait à une version ultime et surboostée de Hanno, mais au moins se dit-il, le défi semblait clair et sans fioriture. Confiant, il tenta d'invoquer ses fidèles morts-vivants, mais une nouvelle notification l'arrêta net. Une force surnaturelle dominait cette pièce, son pouvoir de nécromancien venait d'être scellé. Un autre message confirma ses craintes, cet espace était sous le contrôle exclusif d'une divinité, un véritable domaine divin. Impossible d'y invoquer d'autres forces. Le Goldguard passa aussitôt à l'attaque, tentant d'écraser Sungwoo d'un coup massif. Par réflexe, il esquiva de justesse. Il n'avait plus qu'une solution, la force brute. Il fit alors appel à son arme la plus redoutable, la faux du faucheur. Et dans un éclair, il parvint à trancher la moitié de la main du Goldguard. Ce fut le déclic, il comprit qu'il pouvait gagner. Mais la riposte fut violente. Le gardien ramassa ses propres doigts brisés, puis les projeta avec une force inouïe vers Sungwoo. Le projectile le frappa violemment dans le dos, le propulsant contre un mur lointain. Le choc était brutal. Et pourtant, ce n'était pas terminé. Devant ses yeux, le Goldguard régénéra tranquillement sa main, comme si rien ne s'était passé. Et soudain, Sungwoo la vit. Derrière le gardien, une lumière plus vive, plus chaude, émanait d'une salle mystérieuse. Une aura familière presque rassurante, comme si elle l'appelait. Il n'hésita pas. Ignorant complètement le gardien, il fonça droit vers la source de lumière. La porte s'ouvrit d'elle-même à son approche, comme si elle l'attendait. Une nouvelle notification confirma ce qu'il pressentait, le sceau de la salle vient d'être levé. C'était une chambre scellée, gravée du nom d'une entité légendaire. À l'intérieur, un véritable arsenal. Sungwoo balaya la pièce du regard, cherchant une arme plus puissante que sa faux. Il en trouva une. Une lance faite d'os, sinistre et sublime à la fois, la lance du dragon rouge. Une arme forgée par un joueur d'un grade inconnu, mais d'une puissance insensée. Elle renforçait sa force, son agilité, sa constitution, augmentait sa réserve de mana de façon astronomique, et offrait une résistance à la magie, au feu, à la peur. Et ce n'était pas tout. Lorsqu'elle était lancée, elle activait un effet de chasse au dragon, ralentissant sa cible comme si le temps lui-même s'effondrait autour d'elle. Une arme taillée dans les yeux d'un véritable dragon, gravée de runes magiques issues d'un mage suprême. Elle possédait même une compétence cachée, qui ne s'activait que si l'utilisateur portait 3 pièces issues de cet ensemble draconique. C'était évident maintenant. Ce lieu, c'était le coffre personnel du dévoreur de monde. Et s'il pouvait l'ouvrir avec autant de facilité, c'est parce que cet héritage lui revenait vraiment. Le dévoreur de monde avait jadis terrassé un dragon, revendiquant le pouvoir divin connu sous le nom de Siegfried. Dans sa forme complète, même Sungwoo n'aurait pas pu l'affronter, pas même dans ses rêves les plus fous. Mais il n'était plus temps de réfléchir. Le Goldguard attendait toujours patiemment, devant la salle. Sungwoo, maintenant armé de la lance du dragon rouge, vit là une opportunité en or. Il visa, et transperça directement la tête du colosse doré. Victoire. Une simple pièce d'or tomba au sol, récompense pour avoir vaincu un gardien divin. Mais ce n'était pas fini. La chambre secrète 13 s'ouvrit brusquement sous l'effet de la magie. Et là, Sungwoo comprit enfin la mécanique de cette épreuve. Chaque jour, il pouvait forcer l'ouverture d'un seul coffre. Et en réussissant le défi associé, accéder à une nouvelle pièce de l'héritage du dévoreur de monde. Dans celui-ci, il mit enfin la main sur l'ensemble complet de l'armure du dragon. Un équipement taillé sur mesure, le remplaçant idéal. Le pouvoir ultime pour affronter ce monde sans pitié. Cet équipement-là, on l'appelle l'armure du dragon rouge, version renforcée. Une création artisanale, forgée par un joueur, dont la puissance réelle reste difficile à classer. Ce n'est pas juste une armure, c'est une relique, un concentré de puissance brute et de magie ancienne. Elle améliore considérablement l'agilité, renforce la constitution, et multiplie littéralement la défense physique, tout en doublant la résistance à la magie. Elle offre aussi une quasi-immunité au feu, réduit drastiquement la pénétration des attaques ennemies et apaise la peur comme si elle la noyait dans une mer de flammes. Mais ce n'est pas tout. Son apparence cache un pouvoir intimidant, une présence tellement écrasante que les ennemis de plus bas niveau en sont paralysés rien qu'en la voyant.
D'après sa description, elle a été confectionnée à partir d'écailles de dragon et de métaux enchantés d'une rareté presque mythique. Elle renferme l'autorité d'Héphaïstos, rien que ça, et sa durabilité semble sans égale. Sur sa surface, on distingue les marques d'un grand mage, gravées à même le métal comme des runes éternelles. Et quelque part en elle, sommeille un effet d'ensemble inconnu, activé uniquement lorsqu'on porte 3 pièces de l'équipement du dragon rouge. Et justement, dans ce même coffre, Singuo mit la main sur une nouvelle pièce, le bracelet du dragon rouge. Petit, discret, mais tout aussi chargé de puissance. Ce bracelet magique, façonné à partir de dents de dragon broyées, augmente les résistances physiques et mentales de son porteur. Il est aussi imprégné de l'autorité d'Héphaïstos, ce qui en fait un accessoire aussi solide que rare. Avec cette pièce, Singuo venait tout juste de compléter l'ensemble légendaire du dragon suprême. Et là, tout changea. Quand les 3 pièces sont réunies, un pouvoir spécial se réveille, la compétence Seigneur des dragons. Une capacité active unique, qui varie en fonction des pièces équipées. La première, appelée Souffle en fusion, est déclenchée par la lance du dragon rouge, elle transforme une zone de 100 mètres autour du point d'impact, en un champ de lave infernale. La deuxième, Armure bouillante, s'active via l'armure, une spirale de flammes tourbillonnantes entoure le porteur, le transformant en véritable volcan vivant. Et enfin, la troisième capacité, Invocation draconique, vient du bracelet. Elle permet d'appeler et de commander 10 guerriers au croc de dragon, des soldats d'élite nés pour le combat. À ce stade, on pouvait le dire sans exagération, la chance légendaire de Singuo venait de frapper un grand coup. Avec cet arsenal, il avait désormais une vraie opportunité, celle de faire tomber le serveur chinois, et peut-être plus encore. C'est ainsi qu'il quitta la forge d'Héphaïstos, les bras chargés de trésors. À peine sorti, Anno le supplia pour obtenir lui aussi un équipement capable de faire la différence. Singuo, un brin moqueur, lui tendit alors un bouclier au nom mythique, le bouclier d'Achille. À Jizuyun, il offrit une autre relique, les sandales de Talaria, attribuées à Hermès lui-même. Ces sandales de rang mythique, elles aussi, amplifiaient l'agilité, boostaient l'endurance et décuplaient la vitesse de déplacement et même de vol. En plus, elles permettaient de se transformer temporairement en vapeur, ce qui rendait leur porteur quasi intouchable pendant un bref instant. Bien sûr, une telle compétence avait un temps de recharge, 10 minutes entre chaque usage. Quant au bouclier d'Achille, il renforçait la constitution, doublait les défenses physiques et magiques, et offrait une immunité partielle aux malédictions et aux effets d'état. Et en y insufflant du mana, un véritable bouclier sacré se déployait tout autour, rendant invulnérables tous ceux qui s'y trouvaient. Même les altérations d'état n'avaient plus d'effet dans sa zone de protection. Anno et Jizuyun étaient aux anges. C'est alors qu'un nouveau personnage fit irruption dans la salle, le lancier Kyongso. Essoufflé, il annonça une nouvelle de taille. Le serveur américain était en train d'envoyer des renforts, et la hyperporte allait bientôt s'ouvrir. Quelques instants plus tard, le ciel se déchira. Des dizaines de portails s'activèrent en simultané, et une armada d'aéronefs en surgit, comme sortie tout droit d'un roman de guerre interdimensionnel. Une flotte entière, si bien organisée qu'on l'appelait la flotte invincible. Ce n'était pas juste un surnom. C'était une véritable synergie de véhicules, nécessitant la présence d'au moins une trentaine de vaisseaux géants. Résultat, des performances en vol boostées, des accélérations amplifiées et des boucliers renforcés. Le vaisseau amiral, quant à lui, avait même la capacité d'ouvrir un saut spatial, lui permettant de parcourir une centaine de kilomètres en un instant. Bien sûr, un tel bond dimensionnel ne pouvait être utilisé qu'une fois toutes les 24 heures. Les joueurs coréens restaient bouche bée devant ce spectacle. Mais le moment devint plus sérieux quand 2 silhouettes descendirent du vaisseau amiral, Maître Hurst et Jonathan Cage. Hurst, sans perdre de temps, lança à Singuo qu'il se souvenait parfaitement du jour où ce dernier leur avait pris tous leurs objets. Il ajouta même qu'il espérait que sa vie s'était améliorée grâce à ça. Singuo, imperturbable, répondit qu'il les avait payés, largement plus que ce qu'ils valaient. Maître Hurst, le torse bombé et le regard rempli d'orgueil, déclara que cette fameuse synergie, c'était grâce à lui. Selon ses mots, Singuo aurait dû s'agenouiller devant sa grandeur éclatante. Mais Singuo, lui, ne l'entendait pas de cette oreille. À ses yeux, c'était plutôt à Hurst de se mettre à genoux. Alors, avec un calme glaçant, il lui lança une simple question. Est-ce qu'il avait déjà entendu parler de l'autorité d'Héphaïstos ? À peine ces mots prononcés, Maître Hurst se mit à genoux, littéralement. Le ton était donné, Singuo l'invita alors à le suivre, promettant de lui montrer ce qu'il appelait le domaine d'Héphaïstos. Lorsqu'ils arrivèrent à la forge sacrée, même le très sûr de lui Hurst ne put cacher sa stupeur. Ce qu'il voyait la dépassait de loin tout ce qu'il avait imaginé. Il se rendit vite compte que cette forge ne dévoilait pas les mêmes informations à lui qu'à Singuo, probablement à cause de leur différence de classe ou d'affinité divine. Chaque joueur semblait y voir quelque chose d'unique. Et au moment où il posa la main sur un artefact, il comprit. Cette forge ne plaisantait pas, ce n'était pas une simple table de craft. C'était une machine divine capable de transcender la création elle-même. Il murmura que c'était comme passer d'un logiciel obsolète à une intelligence artificielle de nouvelle génération.
La forge permettait non seulement de fabriquer des équipements de rang légendaire avec des effets spéciaux, mais aussi d'optimiser les matériaux de chasse et même d'augmenter les taux de production. À ses yeux, ça valait largement le sacrifice de quelques vaisseaux. Il ajouta que s'il pouvait mener des recherches plus approfondies sur cet endroit, il serait peut-être capable de compléter sa propre divinité. Sangwo lui demanda alors quel chemin divin il essayait de suivre, mais Urst avoua qu'il n'en était pas certain. Il y avait tout simplement trop de dieux liés à l'artisanat, et peut-être, dit-il, que son orientation divine se révélerait au fil de ses créations. Il demanda finalement l'autorisation d'étudier cette forge avec son équipe. Sangwo accepta, mais posa une condition très claire, tout ce qui serait créé ici lui appartiendrait. Et Urst, sans négocier, accepta. Peu après, Sangwo retourna voir l'arbre-monde pour observer son évolution. L'arbre en était au 2e stade de maturité, avec une croissance déjà bien entamée. Il avait atteint 11%. Il décida alors d'utiliser un objet qu'il gardait précieusement, l'essence de l'arbre-monde. Un artefact de rang mythique aux effets encore inconnus, mais dont la description évoquait un pouvoir mystérieux et fabuleux. Sangwo le savait, une fois cet arbre passé au stade supérieur, quelque chose de colossal allait se produire. Et il avait raison. Dans la logique de la faction de l'arbre-monde, ce n'était plus le pouvoir individuel qui comptait, mais les progrès technologiques sur le long terme. L'avenir se jouait sur la croissance, la stratégie et l'évolution. Alors sans hésiter, il inséra l'essence dans l'arbre-monde. Une notification s'afficha aussitôt, l'objet servait bien de nutriment pour faire passer l'arbre au stade supérieur. En quelques minutes à peine, l'essence fut absorbée, le sol vibra. L'air se chargea d'énergie pure, et toute la zone fut baignée dans une lumière éclatante. Puis une nouvelle alerte apparut, l'arbre-monde vient d'atteindre le stade de maturité 3. Ce changement n'était pas qu'esthétique. En se liant à l'arbre, Sangwo vit sa constitution renforcée. L'arbre avait désormais une croissance de plus de 50%. Il se rapprochait de sa forme ultime. Il en était convaincu, la prochaine étape serait probablement la dernière, et elle allait tout changer. Quelques heures plus tard, la Guilde de la Libération arriva, à bord de leurs hélicoptères. Ils furent immédiatement frappés par la vision des dizaines d'aéronefs dans le ciel, un contraste saisissant avec leurs propres appareils, désormais presque dépassés. Le procureur, en observant l'arbre, remarqua à quel point il avait grandi. La chose était gigantesque. Sangwo les accueillit calmement, tandis que Seang Minhwa, intrigué, lui demanda quel était son secret, comment il avait pu faire croître l'arbre aussi vite. Sangwo répondit avec modestie que ce n'était qu'un coup de chance, après avoir traversé un sacré chaos. Le procureur lui demanda alors si les autres factions étaient déjà arrivées. Sangwo confirma. La compagnie des assassins avait été la première à se présenter, et leur motivation semblait sans limite. Peu de temps après, ce fut au tour de la guilde de Hwaran et des hommes bêtes de faire leur entrée. Sangwo prit la parole devant tout le monde, sa voix grave trahissant l'urgence du moment. Il expliqua que pour affronter la catastrophe qui menaçait de faire sombrer le monde entier, il existait désormais une lueur d'espoir, une force centrale qui venait tout juste de naître. Un noyau autour duquel tout pouvait se rassembler. Une fois réunis dans la salle stratégique, il remercia sincèrement chacun d'entre eux pour leur rôle dans la dernière grande guerre. Mais le répit était de courte durée. Il restait à peine 6 heures pour prendre une décision cruciale, engager une guerre totale, ou choisir un affrontement sous forme d'événement. Avant tout, Li Wei s'avança pour partager les dernières informations sur les forces de l'empereur. Elle commença en reconnaissant qu'à leur dernière rencontre, elle n'avait même pas été capable d'affronter correctement ses troupes. Les généraux de l'empereur étaient d'une puissance écrasante, et surtout, ils possédaient une armée gigantesque de soldats de terre cuite. Des marionnettes sans âme, semblables à l'armée d'un nécromancien, mais en pire, car ces créatures-là ne pouvaient pas être réanimées, ne pouvaient pas exploser sous forme de cadavres, et ne pouvaient même pas servir de matériaux pour les armes d'os. Elles étaient inaltérables. Et le plus inquiétant, c'est que leur production semblait sans limite. Même en cet instant sous Pékin, elle continuait sûrement à s'accumuler. Le procureur intervint aussitôt, affirmant que reporter l'assaut ne ferait qu'empirer les choses. Plus on attendait, plus leur armée devenait massive. Le Lion Rouge de son côté, demanda s'il était prévu que le champ de bataille se tienne bel et bien à Pékin. Sangwo, lui, restait pensif. Ce n'était pas l'armée qui l'inquiétait le plus, mais l'empereur en personne. Il savait que son style de combat basé sur l'invocation de morts-vivants, la manipulation d'ossements ou encore les explosions de cadavres serait inefficace face à de simples poupées d'argile. Ce combat allait être d'un autre niveau. Il était persuadé qu'il pouvait l'emporter, mais au cas où tout s'effondrerait, il avait prévu une échappatoire. Dans son inventaire, il possédait un objet de consommation unique, le parchemin de résurrection. Un artefact capable de le ramener à la vie à l'endroit de son choix, s'il venait à tomber. Mais son objectif n'était pas de s'en remettre à ça. Il devait gagner et protéger ses alliés, coûte que coûte. Alors qu'il poursuivait la réunion, une notification mondiale interrompit brutalement l'ambiance. Un message s'afficha, résonnant comme un coup de tonnerre. « Félicitations, parmi les joueurs du monde entier, le nouveau souverain de la dimension infernale vient de naître. Le roi démon a établi sa forteresse, sur Terre. Et pas n'importe où.
Le message précisait sa localisation, le bassin de l'Amazone, serveur Brésil. Un silence glacé s'installa. Tout le monde était choqué, mais Sungwoo, lui, eut un pressentiment. Ça ne pouvait être que Han Gang-sok. Et Jonathan, visiblement tendu, hurla qu'il ne savait pas exactement ce qu'était ce roi démon, mais que ce lieu précis là-bas en Amazonie, c'était le repère du dragon. Sungwoo n'avait aucune idée de ce que Han Gang-sok était en train de tramer. Mais ce qui était sûr, c'est que cette nouvelle jeta la panique chez les forces américaines. Car si le dragon était bel et bien réveillé, alors toute la flotte des États-Unis risquait de devoir battre en retraite. Le seul fait qu'ils aient pu venir jusqu'ici tenait au fait que la bête était en sommeil. Dans le pire des cas, ils allaient devoir repartir, mais laisser ce dragon libre n'était pas une option non plus. Et Sungwoo le savait, il ne pouvait pas les en empêcher. C'est à ce moment-là que Kyung-soo annonça une pause stratégique de 10 minutes, histoire que chacun puisse digérer les informations, et remettre ses idées en place. Pendant ce court moment, Sungwoo resta pensif. Roi démon, dimension infernale, ange, démon. Trop de pièces manquaient encore au puzzle. Si le repère des démons venait vraiment d'un monde parallèle déjà détruit, alors que représentaient les autres? Et quel était l'objectif réel de Han Gang-sok? Il affirmait vouloir s'émanciper des lois des anges et des démons, construire un pouvoir indépendant. Mais, était-ce la vérité? La vraie question au fond, c'était de savoir s'il allait protéger ce monde ou au contraire, accélérer sa chute. La pause prit fin. Jonathan Cage reprit la parole. Leurs agents infiltrés en Amérique du Sud avaient enfin envoyé des informations. Un nouveau type de quête venait d'émerger dans la région. Une quête de niveau calamité, au nom plus qu'évocateur, les deux rois du château démoniaque. Une quête de type guerre ou soumission. Personne ne savait encore quels étaient ses objectifs exacts, ni les récompenses à la clé. Mais les faits étaient là. Le dragon qui avait semé la destruction sur tout le continent sud-américain était retourné à son nid, endormi, jusqu'à ce qu'un visiteur inattendu frappe à sa porte, le roi démon lui-même. Ensemble, ils avaient formé une alliance. Et au-dessus du repère du dragon, ils avaient érigé le château démoniaque. Un bastion devenu en un temps record, la nouvelle porte d'entrée vers la dimension infernale. Et avec elle, l'arrivée de créatures infernales en quantité incalculable. Une fois leur alliance scellée, les deux rois n'avaient plus qu'un objectif, déclencher une guerre totale et conquérir le monde. Et leur premier choix, leur premier terrain d'expérimentation, fut l'Amérique du Nord. Une période de préparation de 14 jours était accordée avant le début du conflit. Ceux qui ne quittaient pas le continent à temps seraient considérés comme cible directe. Et il leur faudrait alors faire un choix sans retour, se soumettre ou entrer en guerre. Face à cette annonce, les Américains explosèrent de colère. Que diable, comme si ce n'était pas déjà assez qu'un dragon trafique avec des cartels, voilà maintenant que le roi démon lui-même s'invitait à la fête. Sungwoo, lui, n'avait plus de doute. Le roi démon était désormais un ennemi déclaré. Et le moment était venu, il allait régler ses comptes, en personne, avec Han Gang-sok. Mais malgré la panique ambiante, il resta imperturbable. Rien ne changeait au plan initial. Ils allaient d'abord écraser les forces du serveur chinois, et ensuite, ils s'attaqueraient à ce fameux dragon de l'Amazonie. Le lancier Kyung-soo prit tout de même la peine de souligner que la difficulté du combat venait de grimper en flèche. Mais Sungwoo rétorqua calmement que même s'ils envoyaient la flotte maintenant, ils ne pourraient rien arrêter dans l'immédiat. Il fallait donc prévoir un plan d'évacuation, maintenir les portails ouverts, et surtout, gagner cette guerre. Car seule la victoire leur offrirait la puissance nécessaire pour répondre à la catastrophe qui se préparait au cœur de la jungle sud-américaine. À cet instant, Sungwoo prit une décision stratégique. Il choisit une bataille de type événement, nommée lance, bouclier et flèche. D'après les règles, chaque camp devait répartir ses troupes en 3 unités distinctes, qui combattront sur un seul et même champ de bataille. La lance représentait jusqu'à 70% des troupes totales. Elle bénéficiait d'une grande liberté de mouvement et d'un bonus d'attaque significatif. Le bouclier lui aussi jusqu'à 70% des effectifs, restait immobile pendant les 10 premières minutes. En contrepartie, il obtenait une défense renforcée. Et enfin, la flèche qui ne dépassait pas 10% des troupes, pouvait se déplacer librement et même se téléporter vers ses alliés toutes les 5 minutes. Deuxième règle, si une unité subissait plus de 70% de pertes, elle devenait hors combat, et l'ennemi obtenait alors un bonus de victoire. Après moult discussions, la répartition fut établie. L'unité flèche serait incarnée par l'équipe des Valkyries, rapide et imprévisible. L'unité bouclier, par les croisés, stable et robuste. Quant à l'unité lance, elle serait menée par le nécromancien lui-même. Le loup blanc avec sa logique froide, estima que s'il jouait intelligemment avec les règles, la victoire était possible, avec un minimum de pertes. C'est alors que le père de Hanno demanda où se déroulerait exactement le combat. Et là, la réponse de Sungwoo fit l'effet d'une bombe, le champ de bataille, ce sera ici même, à Suwon. Le procureur bondit presque de sa chaise. Il hurla que cette guerre serait d'une ampleur suffisante pour anéantir toute la zone, et que Sungwoo leur demandait de la mener en plein cœur de leur base principale. Il rappela que les pertes seraient énormes, dévastatrices. Sungwoo sans détour, déclara qu'il allait enfin être honnête avec eux, ni lui, ni Ji Zuyun, ne comptaient perdre ce combat.
Il savait que l'ennemi viserait probablement l'unité bouclier, celle qui ne pouvait pas bouger. Mais pouvait-on garantir qu'elle tiendrait le choc? Le procureur cette fois resta muet. Il ne pouvait rien promettre. Seong Minhwa de son côté comprit enfin, c'est pour ça qu'on combat ici, à la maison. Jonathan rappela qu'au cours de la dernière guerre, les murs et les barrières avaient cédé, même avec l'Arbre-Monde. La question était simple, avions-nous aujourd'hui de quoi renforcer notre défense? Sungwoo, sans dire un mot de plus, désigna les forgerons alignés au fond de la pièce. C'était eux, la réponse. Il sortit alors de son inventaire un artefact rare, l'égide, un bouclier de rang mythique. Et sans ciller, il reprit le bouclier d'Achille que Hanno avait reçu un peu plus tôt, avant de le remettre à Maître Hurst. Hanno, en voyant ça, protesta à haute voix. Comment pouvait-il lui donner un objet, puis le reprendre quelques heures plus tard? Maître Hurst lui demanda simplement ce que Sungwoo attendait de lui avec ses boucliers en main. Sungwoo lui répondit d'un ton ferme. Hurst était un forgeron 5 étoiles, Gondor à ses côtés, un architecte de rang 4. Il leur fallait construire une muraille. Pas forcément une muraille au sens strict, mais une structure, une fortification, une arme défensive, quelque chose d'assez massif et résistant pour encaisser l'assaut d'un siège complet et mener leur camp à la victoire. Maître Hurst, en entendant ça, leva la tête vers le ciel et hurla que le délai était fou, il ne leur restait que 24 heures. Et sincèrement, est-ce qu'ils pensent vraiment que c'est possible? Sungwoo, sans ciller, ajouta même une couche d'inquiétude en lui faisant remarquer que désormais, la vie de tout le monde reposait littéralement entre ses mains. 12 heures s'écoulèrent ainsi dans une tension silencieuse, avant qu'un message système ne vienne couper le souffle à tous les joueurs. Dans 12 heures exactement, les positions fixes sur le champ de bataille seraient déployées. Aucune unité ne verrait son nom affiché publiquement, le mystère restait entier. Mais pendant ce temps, une urgence tactique se présentait. Le lancier Kyongso informa Sungwoo qu'il venait de découvrir un écart inquiétant de 2 km entre la barrière magique et le mur défensif. Ce vide risquait de compromettre la stratégie. Idéalement, il aurait fallu que les deux lignes se rejoignent pour optimiser la défense. Si ça n'était pas possible, alors, il faudrait piéger la zone. Sungwoo, sans hésiter, donna l'ordre de creuser profondément sous la terre et d'y enterrer des cadavres de monstres en guise de mine dormante. Ils devaient être enfouis assez profondément pour échapper à toute détection. C'est à ce moment précis que Maître Hurst fit son apparition, couvert de poussière, mais un large sourire au visage. Il déclara que cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas été autant mobilisé, puis il présenta sa nouvelle création. Et quelle création! Une notification s'afficha immédiatement, comme frappée d'un tonnerre divin, vous venez d'être témoin de l'aura d'un chef-d'œuvre. L'objet imposant qu'il amenait était bien plus qu'un simple totem. Il amplifiait à la fois la récupération physique et la régénération de mana, et améliorait l'ensemble des capacités de base de tous les alliés proches, on l'appelait la statue du gardien. Un artefact forgé par un joueur, d'un rang si élevé qu'il dépassait les standards connus. Et ce n'était pas tout. Lorsqu'il était relié à un grand totem, il générait une synergie de zones. Son seul rayonnement offrait des effets démentiels dans un rayon d'1 kilomètre autour de lui. Augmentation massive des statistiques, doublement des résistances physiques et magiques, et surtout, renforcement colossal du bouclier sacré. Ce dernier se voyait même doté d'une tourelle automatique capable de projeter un rayon pétrifiant toutes les minutes. Même son créateur dans la description, avouait ne pas comprendre ce qu'il avait créé. Il disait juste, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est terrifiant. Sungwoo félicita Hurst pour ce bijou. Hanno, quant à lui, restait grognon, encore contrarié par la perte de son bouclier. Pendant ce temps en Chine continentale, les principaux généraux préparaient eux aussi leur riposte. L'un d'eux jugea comme prévu, que la stratégie adverse n'était qu'un leurre évident. Le grand eunuque s'enquit alors de l'état de leurs propres troupes. Et la réponse fut glaçante, tout était prêt. Une armée colossale, 100 000 soldats alignés, une force sans précédent. Mais ce n'était pas tout. Le chef d'unité mentionna que l'empereur lui-même s'inquiétait pour une arme secrète. Il voulait être sûr qu'elle ne serait pas détruite au cours du conflit. L'un des généraux rassura aussitôt tout le monde. Cette relique appelée l'orbe sacré de l'étoile était protégée par des barrières saintes superposées et par la puissance de la tortue noire. Même si le nécromancien recréait une explosion aussi violente que celle de Bouzon, cet artefact n'en sortirait pas égratigné. Il affirma même que le nécromancien perdrait toutes ses troupes avant de tomber misérablement. Sur ordre du grand eunuque, ils se mirent à accélérer le transport de l'orbe. Cette victoire serait dédiée à sa majesté, quoi qu'il en coûte. Et tandis que les deux camps se mettaient en mouvement, Sungwoo et le grand eunuque pensaient exactement la même chose. Cette fois, leurs préparatifs étaient terminés. Cette fois, ils allaient écraser l'ennemi. Et puis enfin, le choc. Les forces du serveur chinois franchirent les portails dimensionnels. Leurs armées massives débarquèrent en Corée, comme une vague inarrêtable. Les troupes coréennes étaient prêtes. Mais en termes de nombre, c'était incomparable. Une fourmilière face à un raz-de-marée. Au même moment, les canaux officiels du jeu passèrent en direct. Saison mondiale numéro 9, plus de 9 millions de spectateurs connectés. Le monde entier assistait à ce moment. Kyongso, stupéfait, fit remarquer que ce genre de diffusion pouvait révéler leurs effectifs à l'ennemi.
Mais Singo, toujours calme, affirma qu'eux aussi devaient avoir des unités cachées dans l'ombre, ce n'était que le début. Et justement, Hanno repéra des golems de haut niveau dans les rangs ennemis. Li Wei reconnut aussitôt la patte du maître des golems du serveur mongol. Pire encore, elle repéra des figures bien plus inquiétantes. Elle semblait faire partie de l'unité flèche adverse, capable d'invoquer des chevaux ailés géants, et surtout, dotée d'une compétence qui ignorait purement et simplement toute défense. Des unités taillées pour transpercer une flotte ou briser l'axe défensif des Coréens. Le procureur cette fois, ne recula pas. Il rassembla son unité bouclier, prêt à encaisser la charge. Trop de défaites, trop d'humiliation, cette fois, il comptait tenir. Il avoua que non, il ne pouvait pas atteindre le niveau du nécromancien, mais il donnerait tout pour dépasser ses propres limites et défendre ce lieu jusqu'au bout. Et dans l'ombre du QG, Singo glissa à Jisuyun une vérité capitale. L'empereur partageait la même classe de commandement que lui. Il pouvait contrôler plusieurs subordonnés à la fois, ce qui signifiait aussi qu'il avait exactement la même faiblesse. S'il réussissait à faire tomber l'empereur, alors c'était tout le château de cartes qui s'écroulait. L'ensemble de son armée perdrait sa structure, sa cohésion, et avec elle, toute capacité de riposte. Jisuyun demanda discrètement à Singo s'il attendait d'elle qu'elle le tue. Il confirma d'un hochement de tête, il suffisait qu'elle trouve le bon moment. Celui où lui et l'empereur s'affronteraient à pleine puissance, face à face, sans aucune garde. De son côté, Li Wei fut envoyé dans l'unité flèche. Sa mission, localiser l'esprit supérieur qui lui appartenait autrefois. Elle se contenta de leur lancer un regard froid, affirmant qu'une fois qu'elle l'aurait retrouvé, il verrait enfin ce dont elle était réellement capable. Quelques instants plus tard, la guerre éclata officiellement. La flotte américaine décolla dans un fracas de moteurs et de turbines, prenant possession du ciel. Les joueurs chinois, en voyant la masse des aéronefs approcher, montrèrent quelques signes d'inquiétude. Mais le général Li intervint immédiatement, regonflant le moral de ses troupes. Il les informa que tout avait déjà été prévu. Un plan était en place pour éliminer cette flotte avant même qu'elle n'atteigne leur base principale. Mais avant que quoi que ce soit ne commence vraiment, le général Li rappela à ses hommes de rester sur leur garde. Il insista sur un point, le nécromancien était du genre à truffer le sol de pièges démoniaques. Il ne faisait jamais rien sans y avoir réfléchi à l'avance. Un soldat arriva en courant, il annonça que le nécromancien venait d'apparaître du côté de l'unité bouclier. Le général Li, satisfait, afficha un large sourire. À ses yeux, tout se déroulait comme prévu. Il ne se doutait pas un seul instant que cette unité bouclier n'était en réalité qu'un piège parfaitement préparé à son encontre. Mais pendant que l'ennemi se berçait d'illusions, Singo, lui, avait déjà traversé le champ de bataille. Sans perdre une seconde, il invoqua ses troupes, une vague de morts vivants surgissant du sol dans une marée noire. Le grand eunuque, en les voyant, estima que cette fois, il n'aurait même pas besoin de recourir à l'orbe sacré. Mais par mesure de sécurité, et parce qu'il ne voulait pas prendre le moindre risque, il ordonna tout de même son activation immédiate. En quelques secondes, l'orbe sacré fut projeté dans les airs. Une notification apparut dans le ciel, signalant qu'une puissance sacrée d'une intensité extrême était en train de recouvrir la zone. Et l'effet fut immédiat. Les armées de morts-vivants de Singo commencèrent à s'enflammer. Consommées par l'énergie divine, elles ne laissèrent derrière elles qu'un champ de cendres et d'os. En quelques secondes à peine, l'intégralité de son armée fut réduite en poussière. À l'autre bout du monde, dans la salle de diffusion, la journaliste choquée annonçait à ses spectateurs la neutralisation totale de l'armée du nécromancien. Elle se demandait s'il existait seulement une façon de détruire un tel artefact. Son collègue chinois de son côté arborait un large sourire. Il affirmait que sous la direction de leur empereur, leur serveur était devenu intouchable. Il ne cessait de vanter sa sagesse, sa puissance, sa suprématie absolue, jusqu'à ce qu'un événement inattendu apparaisse à l'écran. Quelque chose venait de se produire autour de Jisuyun. C'était une attaque surprise. La Valkyrie venait de fondre sur l'orbe sacré, tentant un assaut éclair, mais elle fut stoppée net. Une barrière magique déployée autour de l'orbe bloqua son attaque de plein fouet. L'instant d'après, le commentateur chinois repartit dans son monologue glorifiant l'empereur. Mais cette fois, la journaliste coupa court. Elle annonça que le nécromancien était en train de préparer quelque chose de dangereux. Singo venait de sortir un arc de rang légendaire. Le commentateur chinois ricana. Un arc, vraiment ? Face à un orbe sacré protégé par une barrière divine ? Mais Singo n'hésita pas. Il infusa une quantité importante de mana dans la pointe de la flèche, puis visa et tira. La flèche ne se dirigea pas vers l'eunuque, ni vers les troupes. Elle vola en arc de cercle, contourna les lignes ennemies, et se planta droit dans le cœur de la barrière. Ce qui suivit fut un enchaînement d'explosions titanesques. Le sol trembla, l'air vibra. Et pour la première fois depuis le début, le commentateur chinois perdit son sourire. Il venait de comprendre que la Corée elle aussi, s'était préparée, et pas à moitié. Ayant pris la parole, elle cita un vieux proverbe coréen. La vie, c'est une succession de combats, et votre empereur n'a aucune expérience réelle sur ce terrain. De son côté, Singo s'effondra à genoux, le souffle court. L'attaque venait de lui coûter énormément.
l'arc utilisé demandait une force divine à peine maîtrisée. Ce n'est qu'après avoir reçu la divinité de Yama et un buff de contre-attaque qu'il avait réussi à s'en servir correctement. Même s'il avait opté pour une flèche sans forme au lieu de sa légendaire flèche des 1000 coups, la puissance de l'impact restait effroyable. Et là soudainement, tout changea. L'armée chinoise qui s'était jusque-là reposée sur la présence de l'orbe sacré, perdit toute sa confiance. Leur morale s'effondra. Et sans surprise, ils commencèrent à battre en retraite, car ils savaient désormais ce qui les attendait. Alors que les lignes ennemies venaient à peine d'être fragilisées, Sun Guo leva calmement la main et fit appel à une force que peu osaient invoquer. Tout droit sorti de l'abysse, l'armée de l'Apocalypse surgit, prête à déferler sur l'unité bouclier de l'ennemi. Son ordre était simple, les effacer de la surface du champ de bataille. À des kilomètres de là, le général Li observait toute la scène via la retransmission en direct. Le choc fut immédiat. Sans perdre une seconde, il courut en direction du palais de commandement, bien décidé à prévenir l'empereur de l'effondrement de leur front défensif. Mais à peine avait-il franchi le seuil qu'une notification système le frappa, une énergie inconnue affaiblit vos fonctions physiques, tous ses attributs venaient d'être réduits d'un seul coup. Et puis une voix s'éleva, le grand gardien le réprimanda, exigeant qu'il montre les formes s'il espérait approcher l'empereur. Comme à chaque fois, le protocole était strict. Inspection complète du corps, analyse magique, et pourtant, en plein cœur de la guerre, cela paraissait tout simplement absurde, mais il n'avait pas le choix. Après une fouille minutieuse, le système l'autorisa enfin à entrer. Un nouveau message apparut, vous venez d'entrer dans le mausolée de Qin Shi Huang. Et avant même qu'il ait pu dire un mot, la voix de l'empereur retentit. Il savait déjà, il était parfaitement au courant de la situation sur le terrain. L'empereur précisa que le grand eunuque était encore en vie, et que ce dernier devait résister, coûte que coûte. Même s'il fallait en arriver à utiliser le livre secret. Car tant qu'ils ne capturaient pas le bastion ennemi, leur plan ne pouvait aboutir. Le général Li acquiesça, prêt à transmettre les ordres sans la moindre hésitation. Sur le champ de bataille, la situation du grand eunuque était critique. En pleine mêlée, il reçut le message l'informant qu'il devait activer le livre. Son visage se crispa, il n'aimait pas cette solution. Mais il savait pertinemment que c'était la seule carte qu'il leur restait. Il rassembla alors ses officiers autour de lui, et annonça qu'il allait transmettre un ordre direct de l'empereur. Rien que ce mot suffisait à redonner espoir à ses troupes. L'idée même que l'empereur puisse avoir anticipé une issue possible, leur faisait croire que rien n'était perdu. Le grand eunuque sortit alors un étrange artefact, une relique ancienne. Il expliqua que pour activer le livre secret, il avait besoin du sang et de l'âme de 100 personnes. Tous ceux qui l'entouraient avaient juré fidélité à l'empereur, leurs âmes lui appartenaient. Le livre s'ouvrit. Du sang commença à couler de ses yeux. Une douleur inhumaine, mais il n'en flancha pas. Les 100 noms inscrits dans les pages du grimoire disparurent à l'instant. Une nouvelle notification s'afficha, vous avez utilisé une incantation ancienne et inconnue. Ce sort s'active en sacrifiant les joueurs répertoriés dans le livre. Le grand eunuque couvert de sang leva alors la main et désigna Sun Guo. Un nouveau message système le confirma, cible verrouillée, objectif, éliminer le nécromancien. Puis tout bascula. Des spectres apparurent, non pas des âmes ordinaires, mais les revenants de l'orbe sacré. Créatures nées du sacrifice de 3000 prêtres, rassemblés pour créer l'orbe lui-même. Des âmes consumées par la vengeance, prêtes à faire payer le nécromancien de leurs propres mains. Et ils foncèrent tous ensemble, vers Sun Guo. Ce dernier jusque-là resté calme, savait qu'il ne pouvait plus dissimuler sa propre arme secrète. L'ennemi avait joué sa carte, il devait désormais jouer la sienne. Il activa alors la divinité de Yama, et dans un grondement venu d'outre-tombe, il commença à enrôler les âmes errantes des morts tombés au combat. Les revenants fondirent sur lui comme une nuée, obsédés par leur vengeance sacrée. Le grand eunuque toujours en sang, jubilait. Pour lui, la fin approchait. Une fois le nécromancien tombé, les forces coréennes s'effondreraient comme un simple jeu de dominos. Mais à cet instant précis, plusieurs portails apparurent dans le ciel. Et de ces portails jaillirent des chaînes épaisses, lourdes, magiques. Des chaînes capables de lier même les âmes, capables de lier les revenants. Le grand eunuque à l'agonie n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Leur arme secrète contre le nécromancien venait de se retourner contre eux. C'était censé être leur dernier atout, leur coup final. Et pourtant, Sun Guo avait sorti juste à temps, une carte encore plus sinistre. Une notification surgit dans son champ de vision. Le mandat de l'au-delà a été proclamé dans cette zone. Désormais, toutes les âmes vengeresses étaient sous son contrôle. Et d'un seul coup, le moral de l'unité bouclier chinoise s'effondra, littéralement. Il leur lança alors une dernière provocation, presque glaciale, s'ils n'avaient plus rien en réserve, alors le massacre pouvait commencer. Sous l'ordre du mandat, les spectres fondirent sur l'armée ennemie. Ces entités étaient bien plus que de simples esprits. Elles étaient capables de transpercer des joueurs de haut niveau sans même lever le doigt, de les tuer simplement en passant à travers eux. Et en l'espace de quelques minutes, l'unité bouclier fut totalement anéantie. Sun Guo avait d'abord supposé que l'empereur se cacherait justement dans cette section, celle aux défenses les plus renforcées. Un homme de l'ombre qui préférait laisser ses subordonnés faire le sale boulot. Mais son absence ici ne laissait qu'une seule possibilité,
Il devait se trouver dans l'unité lance, ou pire, dans l'unité flèche. À ce moment-là, les premières fissures apparaissaient déjà dans la barrière de la ville de Suwon. De l'autre côté du champ de bataille, les choses n'allaient pas mieux pour la défense coréenne. Le briseur de barrière chinois, une énorme machine d'assaut, venait de tomber à court de mana. Le général Lee ordonna aussitôt à ses soldats de raccorder un nouveau réservoir pour alimenter la machine. La flotte américaine tenta de l'arrêter en déclenchant un tir laser, mais un bouclier magique protégeait la structure. Ce briseur de barrière n'était pas n'importe quoi, c'était un chef-d'œuvre technologique, sorti tout droit des laboratoires les plus avancés de Chine continentale. Leur ingénierie faisait partie des meilleures du monde. Quelques frappes supplémentaires suffirent, et la barrière autour de l'arbre-monde finit par s'effondrer. L'un des opérateurs informa Jonathan Cage que les golems ennemis étaient en train d'installer des armes de siège. Sans attendre, Jonathan ordonna à toute la flotte de concentrer ses tirs sur ces golems. Les frappes aériennes furent efficaces, plusieurs créatures de pierre furent clouées au sol. Mais ces monstres semblaient ignorer la douleur. Malgré les dégâts, ils continuaient d'avancer, portés par leur seul nombre. Profitant du chaos, les chevaux volants de Mongolie percèrent les lignes aériennes. En utilisant l'état d'âme, une capacité leur permettant d'ignorer les barrières magiques, ils s'infiltrèrent directement dans les vaisseaux. En quelques minutes à peine, l'aéronef numéro 11 fut détruit. Le vaisseau 9 subit des dommages critiques au niveau des moteurs, et le vaisseau 17 sortit complètement de sa trajectoire. Mais alors qu'il s'apprêtait à fondre sur un autre appareil, l'un des cavaliers se fit brutalement décapiter. Ji Zuyun venait d'entrer sur le champ de bataille, utilisant la téléportation de l'unité flèche pour se projeter pile à l'endroit stratégique. Les cavaliers mongols se ruèrent tous sur elle. Mais elle, sans trembler, invoqua les énergars depuis ses jarres sacrées. Ces guerriers spirituels étaient trop rapides, trop précis. Un à un, ils neutralisaient les cavaliers volants. Leur chef comprit qu'il devait intervenir. Il lança une petite lance, une arme étrange, enchantée par une compétence d'amplification massive. En plein vol, la lance devint gigantesque, plus rapide, plus tranchante. Cela faisait penser au Moa Moanomi. Elle traversa 3 énergars d'un coup, puis fonça droit vers Ji Zuyun. Mais à l'instant où elle allait l'atteindre, elle apparut derrière le cavalier mongol. Elle murmura simplement que sa lance était bien trop lente pour elle. Son adversaire n'était pas n'importe qui. C'était le joueur numéro 1 du serveur mongol. Et lui, savait parfaitement qui était cette épéiste coréenne dont la réputation dépassait les frontières. Pendant ce temps, les troupes chinoises progressaient dangereusement vers le bastion coréen. Le général Lee ordonna un arrêt. Le grand gardien, figure mystérieuse et terrifiante, s'avança au cœur de l'armée chinoise, portant avec lui un objet inconnu. Il déposa une boîte massive au centre de la formation. Tous les soldats s'agenouillèrent aussitôt. Quand la boîte s'ouvrit, une vague de pression surnaturelle se déversa dans les airs. Certains soldats furent balayés sans même pouvoir réagir. Et là, au milieu de cette énergie écrasante, l'empereur apparut. C'était la toute première fois que les forces coréennes voyaient son visage. Un message système s'afficha aussitôt, commande suprême d'armée vide activée dans la zone ciblée. Des portails s'ouvrirent les uns après les autres. Et de chacun d'eux, sortirent des légions entières de soldats en terre cuite. Des dizaines, des centaines, des milliers. Tous alignés, identiques, sans fin. Et chacun d'eux dégageait l'aura d'un joueur professionnel. Les troupes coréennes restèrent figées quelques instants, pétrifiées par ce qu'elles avaient sous les yeux. Un seul homme contrôlait cette marée de soldats en terre cuite. Que diable! Même dans leur pire cauchemar, ils n'avaient jamais imaginé pareille scène. Mais le procureur, debout parmi les siens, rappela à ses hommes de ne pas céder à la panique. Eux aussi avaient une carte en main, quelqu'un capable de faire apparaître une armée tout aussi massive, en moins d'une minute. Et c'est à ce moment-là que Sungwoo arriva juste à temps. Il fut frappé par le nombre ahurissant de golems terracotta qui se tenaient là, parfaitement alignés, impassibles, comme si le monde entier était devenu un plateau de jeu géant. Li Wei, en observant la scène, murmura que leur maître devait les avoir fabriqués sans relâche depuis le début. Et peut-être, continuait-il encore à le faire. Même pour Sungwoo, ces chiffres représentaient une menace réelle. Il ne pouvait pas se permettre de faire durer ce combat. Il demanda à Li Wei si elle avait récupéré son esprit. Et elle répondit que oui, mais que les choses n'étaient pas aussi simples. Elle avait bien réussi à retrouver ses esprits après la destruction de l'unité bouclier, mais ces derniers avaient été contaminés. Impossible de les restaurer totalement, du moins pas pour l'instant. Cela dit, elle n'avait pas l'intention de reculer. La vengeance qu'elle comptait arracher à l'empereur était plus forte que tout. Elle se l'était promis, elle lui arracherait ce regard suffisant, et ne laisserait derrière lui que ses os. De son côté, l'empereur qui venait de détecter leur présence, se prépara. Il déclara qu'il allait leur rappeler à qui ils avaient affaire. Il allait leur montrer leur juste place. Il fit alors appel à une capacité de type lumière. Des centaines de filaments lumineux jaillirent de son corps, tels des tentacules célestes prêts à se refermer sur leur cible. Li Wei avertit Sungwoo de faire attention. Si ses fils le touchaient, il pouvait être complètement contrôlé. Et comme si cela ne suffisait pas, un golem titanesque, fait de béton et d'acier, émergea du sol.
Une créature gigantesque qui se mit aussitôt à projeter des blocs de pierre massive en direction de Sungwoo. Ce genre d'ennemi était l'opposé absolu de son style. Un adversaire que l'on ne pouvait pas réanimer, pas corrompre, pas détourner à son avantage, une impasse pour un nécromancien. Mais Li Wei ne laissa pas cette chose se déchaîner. Grâce à son esprit fraîchement retrouvé, elle parvint à enchaîner le golem, à le clouer au sol. Ce fut l'ouverture parfaite. Le dragon d'os surgit, agrippa le golem par la tête, et dans un rugissement le lança de toutes ses forces droit vers les rangs de l'armée Terracotta. L'impact fut dévastateur. Sungwoo reçut une notification. Il venait d'obtenir une prime pour avoir abattu des Terracotta de niveau intermédiaire, et une somme encore plus élevée pour avoir éliminé un golem classé en rang supérieur. Mais il n'eut pas le temps de savourer. Li Wei, désormais en pleine possession de ses moyens, gela littéralement les mouvements d'un grand nombre de golems. Elle ordonna aussitôt à Sungwoo de les achever avec les wyverns. Et sans hésiter, il lança l'assaut aérien. Li Wei exultait, elle venait enfin de retrouver son précieux esprit, et avec lui, sa vraie puissance. Pendant ce temps, le général Li donnait un nouvel ordre à ses troupes, il fallait abattre les murailles du château. L'empereur, quant à lui, avait déjà engagé le combat face aux nécromanciens. Plus loin, le rancunier mongol et ses hommes étaient toujours coincés, forcés d'affronter Jizuyun. Ils savaient qu'ils devaient en finir rapidement s'ils espéraient rejoindre les forces principales. Et de l'autre côté du front, le lancier Kyongso s'avança, solennel. Il ordonna à ses hommes de révéler la statue du gardien. Un monument sacré, dont la simple présence invoquait un effet d'adoration sur la zone. Ceux qui combattaient dans son rayon voyaient toutes leurs statistiques renforcées, leur résistance magique doublée, et les barrières saintes se retrouvaient multipliées par 2 en puissance. Un seul instant de répit pouvait retourner la bataille. Et à cet instant précis, la guerre entra dans une toute nouvelle dimension.